C'est son frère Sidney qui travaillait dans une troupe qui s'appelait Fred Carnot, qui était une troupe de music-hall. Et c'est son frère Sidney qui lui a trouvé un boulot dans cette troupe-là. Alors il a joué dans une pièce de Sherlock Holmes, il a fait plusieurs choses, mais il s'est surtout fait remarquer parce qu'il jouait l'ivrogne. Et il était dans les balcons du music hall, puis quand quelqu'un chantait, etc., il faisait des remarques, puis il tombait du balcon, etc., puis les gens le trouvaient drôle. Et voilà. Et quand il est allé aux États-Unis, faire une tournée aux États-Unis avec la troupe de Fred Carnot, Max Sennett l'a vu. Max Sennett, c'était un des pionniers du cinéma muet. Et il a dit, moi je veux ce gars-là, je veux Steve Roy. Et quand mon père s'est présenté à Max Sennett, Max Sennett a dit non, c'est pas vous que je veux, c'est l'ivrogne. Puis mon père, il a fait une petite audition pour bien montrer que c'était bien lui, quoi. Qu'est-ce que le plus important, par exemple, pour son mort de le film, de créer le film, pensez-vous? Quel est le plus important? Raison de créer le film et son mort de le film. Les raisons, je crois qu'il a été influencé par son temps. Il a dit dans un interview que tout clown et tout comédien doit dénoncer les injustices dans le monde. Comme c'était un grand humaniste, c'est ce qu'il a fait. Bon, il a utilisé la comédie comme arme, mais bien sûr, Charles au soldat, c'est la Première Guerre mondiale, le grand dictateur, c'est la Deuxième Guerre mondiale, il y a les temps modernes, bien sûr, c'est le crash de Wall Street, etc. Et il a toujours été influencé par ce qui se passait autour de lui. Comment est-ce qu'il était en tant que père? Est-ce qu'il était aussi drôle à la maison? Oui, ça on me pose souvent la question. C'était un grand travailleur. Et bon, bien sûr, il pouvait être drôle, mais c'était quelqu'un, il était sérieux. Il avait une grande discipline de travail. Quand on partait à l'école, lui il commençait à travailler sur le projet qu'il avait fait, sur lequel il travaillait. Il s'arrêtait à midi, il recommençait à 2h jusqu'à vers 5h. Puis à 6h, nous on rentrait de l'école, bon, on rentrait avant, mais à 6h, là, on se réunissait tous ensemble au salon, et puis on mangeait tous ensemble le soir. Mais c'était quelqu'un à la base de très sérieux. Mais moi je l'ai vu s'énerver une ou deux fois en regardant la télévision quand quelque chose ne lui plaisait pas. Alors au lieu de se fâcher, il se levait puis il faisait une imitation de la personne. Celui-là, regarde, il fait comme ça. Mais ça n'arrivait pas très souvent. Qu'est-ce qui l'énervait? L'injustice. L'injustice. Il est venu en Suisse et puis je crois que son cœur était toujours aux États-Unis. Parce que, au fond, il est devenu fameux, c'est grâce aux États-Unis. C'était l'endroit, c'était le dream come true, comme on dit en anglais. Et quand il a quitté les États-Unis pour venir en Suisse, il a toujours gardé, il achetait les journaux américains, les New York Times, etc. Et bon, moi, je me rappelle surtout une fois, c'est quand Kennedy a été assassiné. Juste après, il y a eu Johnson. Et le président Johnson, il y avait un chien. Il y avait une photo de lui avec un chien, et il tenait son chien par les oreilles. Et ça avait fâché mon père en disant un président qui... Moi, j'arrive pas à l'imiter, mais il tient un chien par ses oreilles comme ça me fâchait.
Est-ce que... non, ce sont qui ont volé le cercueil de Charlie Chaplin? Ah oui. Bon, c'est une longue histoire, ça. Mais, c'est un... ça s'est passé plus ou moins la même année. La police est venue chez nous en disant voilà, on a volé le cercueil. Et c'est vrai que dans le cimetière de Corsier, il y avait juste un trou vide. Alors c'était à l'époque de Aldo Moro et des Brigades Rouges, etc. Alors on ne savait pas à qui on avait affaire. Et bien sûr, il y a eu des coups de téléphone qui sont passés. Il y a pas mal de gens qui ont dit c'est nous qui avons le corps, etc. Et chaque fois quand on demandait la preuve, ils disaient si vous ne payez pas, on va le brûler, etc. Mais bref, à la fin, il y a eu une discussion. Il y a des gens qui ont téléphoné plusieurs fois et qui nous ont envoyé des photos du cercueil. Et voilà, alors ça a pris longtemps, ça a pris 6 mois. La police voulait absolument attraper les malfrats pour montrer l'exemple. Alors, la police disait à ma mère, il faut absolument que vous fassiez semblant de payer une rançon. Et ma mère disait non, absolument pas, parce que si je paye une rançon pour un corps mort, on va s'attaquer après aux enfants. Alors, bref, il y a eu de longues discussions, et bon, il y a un moment comique qui s'est passé, c'est qu'une fois ces gens ont téléphoné à la maison, et ils ont dit, venez déposer la rançon aller à Lausanne pour déposer la rançon. Alors la police a pris la Rolls de mes parents. Il y avait un policier comme chauffeur. Il y avait dans le coffre un autre policier qui était en liaison radio avec les hélicoptères, etc. Et alors, la première chose à faire, c'était de faire semblant d'aller chercher de l'argent à la banque. Alors, il part de la maison, et pourtant il s'ouvre, il part, et il descend la route. Et là, par hasard, il y a le postier qui monte, qui nous connaît bien, qui dit tiens, ça c'est la Rolls des Chaplin, mais c'est pas le chauffeur, c'est un peu bizarre. Alors, il va au bout de la rue, il fait demi-tour, puis commence à les suivre. Alors, les policiers se disent ah ben voilà. Il arrête, il le sort par la fenêtre, etc. Et il lui disait, mais je suis le postier. Alors ça avait bien commencé comme ça. Et après, ce qui est incroyable, c'est qu'ils avaient mis à chaque cabine téléphonique un policier pour attraper la personne en train de téléphoner. Alors le premier rendez-vous, c'était devant le Lausanne Palace. Il y avait une cabine téléphonique. Et les policiers sont arrivés là-bas, ils se parquent, ils attendent à côté de la cabine. Et devant le Lausanne Palace, l'entrée est en face de la cabine téléphonique, il y a 2 gars qui sont là, et le policier nous dit « Moi, je vois qu'ils sont armés. » Puis les 2 gars voient que les policiers sont armés aussi, puis ils étaient prêts à se tirer dessus. C'était les gardes du corps de Philippe Maurice qui avaient un colloque là, dans cet hôtel. Bref, mais c'est pas ce jour-là qu'ils l'ont attrapé. Et un jour, ils ont téléphoné à nouveau, on les a fait parler, etc. Puis le truc, ils avaient un policier à chaque cabine, ils l'ont attrapé en train de nous parler, quoi. Et il nous a amenés à Novi, qui est au bout du lac, dans une forêt à côté d'un canal, un endroit magnifique, un champ de blé. Et la police a commencé à creuser. Le paysan est sorti absolument furieux en disant « mon champ de d'herbe », etc. Puis ils ont retrouvé le cercueil comme ça. Alors c'était 2 personnes, je crois un Polonais et un Bulgare.
ont été jugés, ils ont fait de la prison. Maintenant, ils sont Avait-il une œuvre dont il était particulièrement fier? Un film préféré ou... Une œuvre dont il était spécialement fier. Il était toujours fier du dernier film qu'il avait sonorisé ou du dernier film qu'il ait fait. Mais c'est sûr, je pense que c'est les Lumières de la ville qui le tenaient le plus à cœur. Parce que quand même, c'était un film, c'était une réussite. Surtout que quand il a fait ce film, c'était le début du parlant. Et c'était un défi pour lui de composer de la musique, de défier, en disant que défier au fond le monde du cinéma, en disant voilà, le cinéma muet n'est pas mort. Bonsoir, merci d'être là. C'est fantastique, merci beaucoup. Moi, je voulais savoir un peu comment il construisait ce spectacle. Donc, il partait toujours d'un gag et qu'il développait ou comment ça marchait? Oui. Il avait une troupe et il avait une idée de scénario. Alors, bien sûr, sa technique s'est développée, mais surtout, c'est qu'il écrivait un scénario, il écrivait les dialogues, même si on ne les entendait pas. Mais les gags étaient développés entre eux. Par exemple, il faisait une entrée avec des portes tournantes devant un hôtel. Il jouait avec ça, il filmait, puis il regardait les roches. Puis, s'il n'était pas satisfait, alors il disait à l'équipe, vous m'enlevez les portes tournantes, puis vous mettez des escaliers électriques, etc. Et c'est comme ça. Et c'est vrai que pour la comédie, c'est la seule façon de travailler. Parce que c'est tellement précis, et le timing est tellement précis, c'est la seule façon de travailler. Et je dis toujours que les bons clowns sont toujours les plus vieux, parce que c'est comme le vin, plus c'est vieux, mieux c'est. Votre père aurait quel regard sur le monde d'aujourd'hui? Je ne vais pas m'aventurer là-dedans, mais je pense qu'il aurait beaucoup à dire sur la globalisation, bien sûr, et tous les problèmes que ça a amené. Mais c'est moi qui m'avance, hein, je ne sais pas. Comment il a vécu le passage entre le muet et puis le sonore? Parce que c'est une période quand même assez trouble par rapport à son type de jeu de scène. Il a été... Bon, City Lights a été fait un peu pour montrer que l'art du muet n'était pas mort. Et après City Lights, il a fait Le Grand Dictateur. Et Le Grand Dictateur, c'est la première fois où on voit Charlot en train de parler, même que c'est un barbier juif et pas Charlot. Mais aussi, il a été très malin parce qu'il a bien compris que le personnage de Charlot ne pouvait pas lire. Alors, après ça, il a arrêté de faire ce personnage-là. Est-ce que la préparation et la conception des différents films pouvaient se chevaucher dans le temps? Non, je ne pense pas. S'il a mis 5 ans pour réaliser ce film-ci, nécessairement avec toute la production qu'il a, il devait y avoir des chevauchements. Oui, mais je pense... Il était tellement pris par ce qu'il faisait, je ne pense pas qu'il aurait pu laisser... que ça se serait passé comme ça. Et il se battait toujours contre lui-même parce que aussi il ne savait pas, c'était un tel perfectionniste, c'était difficile pour lui de trouver des fois des gags ou des morceaux d'histoire, de l'expliquer d'une façon intelligente pour qu'il y ait une chute absolument juste. Alors,
surtout dans City Lights, je crois, il y a quelque chose comme 628 prises d'une même scène. Puis tout ça a été... Il ne faut pas oublier que ce n'était pas l'époque de la vidéo, hein, c'est tout en 35 mm. Il fallait développer le film, puis après les regarder, puis retourner le truc. Alors il devenait très très frustré. Et quand il devenait frustré, il disparaissait des studios, il partait. Et comme tout le monde était payé par mois par les studios, alors tout le monde venait au travail, ils attendaient. Puis pendant peut-être 15 jours, il ne réapparaissait pas. Puis au bout de 15 jours, tout le monde revenait, je disais, allez, on va essayer, on fait les choses différemment. Est-ce qu'il vous a parlé de l'inspiration qu'il avait eue pour le film Le Dictateur? Non, pas vraiment. Il a toujours été très discret sur ses films. Il a été toujours très très discret dans ses films. Moi, je pense qu'il a dû voir quand même, il y avait une certaine ressemblance entre les deux, je veux dire, entre le personnage de Charles et le dictateur. Puis, il avait des amis en Russie, il avait des amis en Europe, il savait très bien ce qui se passait. C'est à cause de ça, ce film est tellement précurseur, parce que comme le film était fini en 1938, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale. Et les États-Unis ne l'ont pas sorti parce qu'ils n'étaient pas en guerre contre l'Allemagne encore. C'est seulement quand ils étaient en guerre contre l'Allemagne que le film est sorti. Ça veut dire qu'il y avait une censure? Oui, bien sûr. Et votre père est-il parti des États-Unis pour le Suisse, est-ce que quoi? C'est une longue histoire, mais c'est l'époque de la chasse aux sorcières, du macartisme. Bon, il y avait deux choses. Il y avait Hoover et il y avait cette peur du communisme. Et mon père, en tant que très provocateur, disait d'abord qu'il rappelait les Américains que les Russes étaient des alliés durant la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils étaient au front, et que s'ils ont libéré l'Europe, merci bien. La deuxième chose, il disait que le communisme est une idée, et il disait comme il aimait beaucoup les nouvelles idées, c'est à cause de ça qu'il s'y intéressait. Et il disait à la commission anticommuniste, si vous voulez me convoquer, je viendrai m'expliquer. Il n'a jamais été convoqué. Il savait qu'il allait perdre la discussion là. Mais aussi, c'est qu'il y a eu Hoover à l'époque, il savait que Hollywood était une magnifique machine de propagande. Et il voulait que tout Hollywood travaille pour l'Amérique, pour la glorification des États-Unis. Et mon père n'a pas été d'accord, parce que ça a toujours été un homme libre, il a toujours fait les histoires qu'il a voulu faire, et il lui a tenu tête. Et un jour, une femme qui était enceinte, une jeune fille qui était enceinte, a dit que c'était mon père qui était donc le père. Et toutes les organisations catholiques, etc., se sont montées contre lui. Et lui a fait une thèse de paternité qui a prouvé que ce n'était pas lui. Il a quand même été condamné à payer une pension jusqu'à l'âge de 18 ans de l'enfant. Alors, il est parti des États-Unis pour promouvoir le film Limelight en Europe. Et c'est quand il a pris le bateau pour aller en Europe, il reçoit un télégramme en disant que s'il veut rentrer aux États-Unis, il doit passer devant une commission de moralité. S'il veut rentrer, s'il avait envie de rentrer. Alors, les experts disent que sûrement il aurait pu rentrer, mais ça aurait été juste désagréable de passer devant une commission comme ça. Alors il a dit, si c'est comme ça, je reste en Europe.
reste un heureux, ma mère était enceinte, et ma mère ne voulait pas accoucher dans un hôtel. Et par hasard, il a trouvé la maison qui est à Vevey. Et s'est installé là. Et au début, il a trouvé ça un peu difficile parce que c'était comme un changement de vie, mais il s'est vite adapté et puis après il a adoré quoi. Il a passé 25 ans de sa vie. En fait, est-ce qu'on sait s'il y a une raison pour le choix de ce final pour le film? Parce que en fait, tout le monde s'attend un peu au contraire, quoi. C'est un peu, on sait pourquoi il a choisi de faire comme ça ou pas. C'est assez philosophique, je pense. Je crois que si le personnage de Charlot est tellement populaire, c'est parce que lui-même est tellement... c'est un vagabond, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui est pauvre, mais qui a toujours de la dignité. D'ailleurs, dans ce film, on le voit souvent en train de remettre sa veste en place, le chapeau, etc. Et c'est quelqu'un au grand cœur. Alors, quand il comprend que la fille n'allait pas rester avec lui, voilà, alors il fait ce qu'il y a de mieux, il les met ensemble au fond. Puis voilà, et maintenant il se dit, voilà, c'est un chapitre de ma vie qui se termine, et il repart comme ça à l'horizon, c'est un peu l'optimisme, quoi, des nouvelles aventures. Qu'est-ce que votre film préféré de votre père? Tout dépend. Hein. Maintenant, j'adore les shorts, j'adore les tout premiers qu'il a fait, parce qu'il y avait une certaine folie. Mais bon, je pense que Les Lumières de la Ville est peut-être le meilleur film, dans le sens que c'est le plus romantique, c'est le mieux construit, et la musique est magnifique. Je pense, la Suisse, ils connaissaient Saint-Moritz. Ça faisait... dans les années 20, il allait souvent à Saint-Moritz. Et puis, moi je crois que c'est la maison, c'est par hasard quelqu'un lui a dit, regarde, il y a une belle propriété qui est à vendre, qui ne coûte pas trop cher, etc. Il est allé voir et tout de suite il a pris. Et c'est surtout l'opportunité. Non, pas du tout. Quelques gros mots, mais c'est tout. Non, pas spécialement. On lui posait souvent une question, mais c'était plus des questions en disant comment tu as trouvé cette actrice, ou comment est-ce que tu as fait ça, etc. Mais disons, les secrets de tournage, il avait une équipe qui était formidable, 2 caméramens qui étaient deux pionniers du cinéma. Et au fond, il faisait déjà des special effects, comme on dit, à cette époque-là. Et puis on le voit d'ailleurs dans le cirque des doublements de Charlot. Peut-être encore juste une dernière question, si vous en avez encore. Oui. Comment vous avez perçu que votre père, finalement, c'était quand même une icône du cinéma durant votre enfance? Parce qu'au début, c'est clair que c'était... c'est votre père, c'est papa, vous ne voyez pas comme Charlot, le grand cinéaste. Mais à force de découvrir comment vous avez vécu, en fait, c'était quoi votre ressenti?
bien sûr, ça a toujours été mon père, avec ses coups de gueule, les moments rigolos. Et puis l'importance de voir à quel point sa renommée est grande, c'est peut-être maintenant, hein, parce que regardez, vous êtes tellement nombreux à venir voir, c'est formidable. Et toute votre famille aussi, vous êtes passionné par le cinéma ou vous avez fait quelque chose, je peux dire, des membres de votre famille? Oui, ben, tous mes frères et sœurs ont été ou sont acteurs. J'ai une sœur qui travaille dans le cirque et son fils qui a fait le film Chocolat. Puis moi, je suis toujours resté plutôt derrière la caméra, mais voilà, moi, personnellement, j'adore le cirque. J'adore l'ambiance. Les gens qui travaillent là, c'est bien, c'est un travail qui est dur, mais qui sont méritants. Pas d'autres métiers dans votre famille? Non, mon père, je crois, aurait toujours voulu avoir un avocat ou un banquier, un médecin. Il n'a pas eu de chance. Excusez-moi, est-ce que vous aimez vous-même le cirque? Quel est votre clown préféré? Ah non, moi le cirque, je l'aime parce que depuis tout petit, quand les Knies venaient à Vevey, on allait en famille voir le cirque. Puis bon, on était privilégiés parce que bien sûr, on était très bien reçus, mais surtout parce que moi j'étais un grand timide quand j'étais petit. Et surtout, ce qui était formidable, c'est qu'après le spectacle, mon père invitait tous les artistes à la maison pour boire un verre. Alors j'ai envie de dire les clowns qui m'ont fait rire ou les acrobates qui m'ont émerveillé, etc. Je les voyais après dans le salon chez moi, puis je pouvais leur parler. Et ça m'a toujours resté. Et c'est vrai que en général, il n'y a pas la star system qu'il y a dans le cinéma maintenant, dans le cirque. C'est plus des gens qui sont très terre à terre et très abordables. Alors c'est toujours un plaisir de travailler avec eux. Bon, on espère que vous avez autant aimé le film que nous. J'ai entendu plein de rires, donc ça a l'air. Si jamais, dans le carton qui est là-bas sur la chaise, il reste encore des affiches dont vous pouvez en prendre si vous avez envie, voilà, vous pouvez en emporter une. Et puis maintenant, on va accueillir Madame Giraud, voilà, qui est fondatrice et présidente d'honneur de l'Alliance française et qui a rendu cette soirée possible. Merci cher Eugène, merci à toi, merci à vous. Et en quelques mots, vous dire aussi que autant j'ai adoré ce film, j'ai adoré être là, j'ai aussi entendu une autre musique. J'ai entendu la musique de vos rires. Et puis, c'était des rires d'enfants. Donc, vous étiez tous des enfants, j'étais aussi une enfant. Et cette force de l'enfant, cet émerveillement, le fait qu'à un moment vous ayez repris cette main d'enfant que vous étiez, a été pour moi et pour nous une récompense magnifique. Voilà. Merci cher Eugène, merci à vous d'Erasmus. Au plaisir encore d'œuvrer ensemble et passer une très belle nuit pleine d'étoiles. Au revoir.